Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc pour cette première conférence au Salon du bien-être d'Esquerdes. Voilà. Donc sur la première partie, je vais vous expliquer en quoi consiste la communication animale, moi la façon dont je le pratique, et ensuite vos questions, et puis aussi qu'est-ce que ça apporte dans la vie de tous les jours. Parce que l'objectif, c'est de vous rendre plus autonome dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, je crois que je vais avoir un problème, on verra bien, peut-être un problème d'enregistrement sur la longueur à cause du téléphone, on verra bien. De la durée, il y aura peut-être une partie sur l'enregistrement. Et donc là, l'objectif de cette première partie, vous expliquer en quoi ça consiste. Donc la communication animale, ça fait partie de la voyance et de la médiumnité. Donc voyance pour les animaux vivants, médiumnité pour les animaux décédés. Un des grands principes, c'est de se dire que l'animal est une âme. Je pense que ça, de plus en plus de personnes en sont convaincues. Voilà. Et c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Donc la communication animale, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose plus qu'on est en train de redécouvrir et de se dire qu'on s'éloigne de l'animal machine, on s'éloigne de l'animal objet et on prend en compte que l'animal, il comprend tout et qu'on a aussi à lui parler dans le quotidien, mais de la même façon qu'on a à parler à nos plantes, voilà, ou à l'eau, et que tous ces éléments qui sont vivants, eh bien, effectivement, sont porteurs d'une âme, même si ce n'est pas sous la même forme que l'être humain. Le cerveau peut prendre différentes formes, et aujourd'hui, on le sait, voilà, autant dans les médecines anciennes et les médecines... Bonjour, installez-vous. Et autant dans les médecines holistiques, mais aussi avec les progrès de la science. Il y a quelque chose où on sait très bien que les molécules d'eau, elles ont une vie. Donc, comme on est porteur d'eau et comme les animaux et les plantes sont porteurs d'eau, automatiquement, on est porteur de messages. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. En fait, ce qui est vécu par les chamans, par le monde païen, qui a été un petit peu mis sous cage dans nos sociétés européennes, aujourd'hui est quand même en train de remonter un peu à la surface avec des choses que la science peut prouver, et ça, c'est quand même assez intéressant. Ne serait-ce que pour rassurer un peu tout le monde sur ces pratiques. Donc, moi, je travaille uniquement sur une photo et le nom de l'animal. Ce n'est pas la peine de me dire l'âge de l'animal ou la date de naissance. Voilà. La photo, elle doit être quelconque. J'insiste bien là-dessus. Essayez de mettre votre animal sur un carrelage sobre ou un carrelage neutre ou sur une pelouse. De ne pas me donner des indications de la maison et des couleurs de la maison, ou du box, ou des voisins chevaux ou des pâtures, tout simplement parce que c'est l'animal pendant la communication animale qui va parler de son environnement. Voilà. Donc, essayez de me donner le moins d'informations possible. J'en ai pas besoin. Et surtout, c'est à nous de vous donner des informations sur ce qui se passe vraiment dans l'environnement de votre animal, pour dire d'être sûr d'être avec le bon animal. Donc, on peut avoir une photo ancienne pour un animal qui a une quinzaine d'années. Ça ne nous pose pas de soucis. Voilà, c'est à nous de déterminer et de comprendre l'âge qu'a l'animal. Alors, de quoi l'animal parle pendant la communication animale? Bien sûr, il parle de son environnement, bien sûr, si l'environnement lui convient ou si l'environnement est à améliorer, sachant qu'ils ont les 5 sens beaucoup plus développés que l'humain. Donc, automatiquement, les odeurs de la maison, les odeurs de l'alimentation, ce qu'ils voient, voilà, ils ont vraiment une extrême précision sur ce qui bouge. Aussi. Donc, l'humain est quand même porteur de handicap au niveau de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher. Donc, automatiquement, les animaux vont parler de ça sur leur environnement avec des choses qui peuvent les gêner, comme des bips, des petites lumières qui s'allument, des portes qui ne sont pas bien fermées, des courants d'air à tel endroit et qui modifient complètement leur environnement et pour lesquels ils peuvent avoir des difficultés et qui sont générateurs de stress dans leur vie quotidienne. Voilà, ça c'est, je dirais, extrêmement important qu'on puisse, lorsqu'ils vivent avec nous, tenter de leur améliorer dans le quotidien tout ce qui concerne leur environnement, parce que nous, on n'est pas forcément perturbés par les bruits ou les odeurs de notre propre environnement. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'odorat et comme on est à moitié sourd et qu'on n'a pas une bonne vue non plus, automatiquement, on n'est pas perturbé. Tandis qu'eux vivent ça en plein dans notre environnement. Alors, ils parlent aussi, bien sûr, de leur lien à l'humain,
Donc, de comment ça se passe, s'ils se sentent considérés, s'ils sont en amour avec leurs humains, quels sont leurs besoins par rapport à ça. Ils sentent très bien si on aime l'animal ou si on ne l'aime pas, hein, et que donc ils doivent se tenir un petit peu en réserve comme ça parce qu'ils sentent très bien qu'ils ne sont pas acceptés comme une âme, comme un être vivant, comme un membre de la famille. Ça, ils peuvent très bien, parfaitement le sentir et donc se mettre un petit peu sur la réserve quand il y a ça. Et ils sentent aussi profondément quand ils sont aimés, hein, quand ils sont acceptés. Et bien entendu, ils sont aussi dans l'amour incommensurable, donc ils donnent aussi énormément, sans forcément attendre en retour, hein, mais ils donnent. Après, quand ils se sentent non aimés, évidemment, ils peuvent se mettre un petit peu sur le retrait, ou même beaucoup sur le retrait, ou prendre des décisions, hein, notamment de quitter la famille et de fuir, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas à rester dans un endroit où on n'est pas aimé. Hein, voilà, donc ils prennent aussi des décisions, hein, par rapport à ça. Alors, ils parlent aussi de leur santé. Donc, la santé, c'est un ensemble. Donc, c'est la santé physique. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Donc, moi, j'ai 50% des demandes qui arrivent par des vétérinaires ostéopathes et 50% des demandes qui arrivent par des particuliers qui ont envie de savoir un peu mieux la santé de leur animal et puis comment la santé animale, sa santé physique se passe. Et puis, pour les vétérinaires ostéopathes, c'est parce qu'il y a un diagnostic ou une absence de diagnostic, on n'arrive pas à trouver la cause. Ou s'il y a un diagnostic, il y a une prise en charge et en même temps, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on donne tous les médicaments, on a le diagnostic et ça ne s'arrange pas, hein? Donc, il faut essayer de trouver la cause et de comprendre pourquoi la santé ne s'améliore pas, hein? Voilà. Ensuite, bien entendu, il y a les facteurs émotionnels parce que le stress qui peut être lié à la vie de tous les jours, à l'incompréhension de la vie de tous les jours, crée du stress chez l'animal ou chez la plante, mais comme chez l'humain. Hein, c'est exactement le même système. Ils ne sont pas, je dirais, même s'il n'y a pas la parole ou le même mode de communication, en attendant, la valeur stress, elle est la même et elle s'exprime de la même façon. Hein. Et donc, le stress, derrière, peut avoir des pathologies. Donc, des pathologies où on se sent exclu et on va tout garder pour soi. Donc, automatiquement, le stress, là, va pouvoir, par exemple, se porter sur le cardiaque. Voilà. Du stress où on devient, comment je dirais, acide, bileux. Et là, ça se porte surtout sur toute la ligne foie et la colère. Et ça peut aussi créer des ulcères. Enfin, vous voyez, tous les comportements, le stress peut, et ce que l'on voit autour de nous, qui ne nous plaît pas, peut complètement créer une route vers une pathologie. Mais la cause étant, il se passe quelque chose. Donc, si on agit uniquement sur les conséquences du stress, tant qu'on n'agit pas sur la cause du stress, eh bien, les conséquences vont perdurer. Ça veut dire qu'on ne trouve pas vraiment de source pour accompagner l'animal. Donc, c'est aussi pour ça, c'est comment on peut réduire dans leur environnement, dans leur vie de tous les jours, eh bien, comment on peut leur réduire le stress parce qu'ils ne méritent pas d'avoir notre stress. Et donc, j'ai beaucoup de propriétaires qui par amour, se disent, bon, ben, on se rend compte, l'animal, il est comme ça, ok, c'est peut-être sa nature, hein, voilà, il peut être né stressé, avec une maman stressée, qui les a portés stressés, hein, voilà, mais on a beaucoup de propriétaires vraiment en amour et soucieux et qui se disent, bon, ben, ok, là, on n'a pas l'air, nous, d'y être pour quelque chose, mais en attendant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux quand même? Voilà. Et cette démarche d'amour, elle est formidable. Voilà. Alors, dans cette démarche d'amour, bien évidemment, nous, en communication animale, on va orienter vers des éducateurs, des ostéopathes, des vétérinaires, des naturopathes aussi, hein, pour dire de pouvoir accompagner aussi ces transitions avec du soin et puis aussi avec différents types d'accompagnement. Hein, voilà, parce que quelquefois, le stress peut venir parce qu'on a mal au dos et du coup, on ne dort plus. Et le fait de ne plus dormir fait qu'on tient sur les nerfs, mais plus on tient sur les nerfs, plus on est stressé, plus on est irascible, moins on a de patience. Moins on a de patience, c'est une espèce de cercle non vertueux qui fait qu'on n'est pas bien. Donc, si on agit seulement pour calmer, ça ne va pas aller parce que le mal de dos continue d'être là. Vous voyez? Donc, c'est vraiment tout ça qui est écouté dans la communication animale. Alors, ce que je perçois dans la communication animale, moi, ça peut être visuel, auditif, gustatif, le toucher, l'environnement
l'environnement, bien entendu, j'ai aussi la voix de l'animal, son rythme de vie, et puis aussi le scan physique, donc les douleurs, et ressentir les douleurs au même endroit que l'animal. Voilà. Et s'il y a vraiment quelque chose avec des douleurs émotionnelles, je le ressens aussi énormément, de la tristesse ou de la colère, je les ai aussi comme une éponge, quoi, en fait. Hein. Donc, bien entendu, là, le rôle de la communication animale, bah, c'est de pouvoir faire passer ça au propriétaire, et puis comment on aide le propriétaire à prendre en compte ça et à gérer ça au mieux. Hein. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est comment on accompagne pour que vous puissiez être plus sensibilisé à la petite, ce petit quelque chose qui se passe avec l'animal. Est-ce que vous avez des questions déjà jusqu'à maintenant? Non? Alors, je vais vous donner quelques exemples qui me sont arrivés dernièrement en communication animale. J'ai eu un lapin en communication animale il y a de ça une petite semaine. Alors, donc c'est un lapin qui ne veut plus manger, qui ne veut plus boire, qui refuse de faire caca, qui refuse de faire pipi, enfin, qui s'est bloqué complètement. Donc, bien entendu, il a été emmené du vétérinaire, donc blocage complet. Et là, la cliente, par le bouche à oreille, me demande une communication animale en urgence en m'expliquant que on a vu le vétérinaire mais il refuse de soigner, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors dans cette communication animale, en fait, le chien dit le lapin dit qu'il y a un chien, un berger australien, à la fenêtre sur le balcon. Donc moi je me trouve avec ça en premier. La dame me dit, vous savez, il y a comme un souci, nous sommes au 2e étage et je vous garantis qu'il n'y a pas de chien sur le balcon. Là, je dis oui, je vous crois. Mais en attendant, donc je lui décris le chien et tout ça, qui aboie, qui fait ça. Le lapin, évidemment, un lapin, c'est pas fait pour vivre au 2e étage. Donc, en gros, il explique, et moi, je vois le chien qui est sur la pelouse, mais en gros, quand on regarde comme ça, on ne voit pas qu'il y a 6 mètres de hauteur. Donc, un lapin, normalement, ne vivant pas à 6 mètres de hauteur, il ne peut pas se rendre compte de la profondeur. Et pour lui, le chien, c'est un danger immédiat. Ce n'est pas entendable qu'un chien ne peut pas sauter 6 mètres, quoi, si vous voulez. Il est juste à 6 mètres, mais on ne peut pas imaginer que c'est de la profondeur. Donc 6 mètres, c'est quand même près, quoi, quand il est en bas. La dame me dit non, il n'y a pas de chien, il n'y a rien du tout. Bon, ok, écoutez, on va essayer de regarder autre chose, mais le lapin insiste. Puis à un moment donné, dans les communications animales, des aboiements. Et je dis, ça aboie. Elle me dit, oui, ça aboie. Je dis, c'est quoi ça? De où ça vient? Elle se retourne, elle regarde par la porte-fenêtre, elle dit, c'est le chien de mon voisin qui est en bas de l'immeuble, et c'est le chien que j'ai décrit. Je dis, écoutez, elle me dit oui, elle me dit, mais là, je comprends ce que le lapin est en train de dire, parce que moi, je suis assis à sa place sur le canapé, c'est la place préférée de mon lapin, et effectivement, s'il regarde là, il voit le chien par la fenêtre, par la porte-fenêtre. Ah oui, je dis, écoutez, depuis quand, quoi, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez faire un lien entre les problèmes de santé et l'arrivée du chien? Elle me dit, c'est un nouveau voisin. Et le chien, il est top, quoi. C'est vraiment un brave loulou. Donc, la communication, elle sert à expliquer au lapin qu'effectivement, il y a un nouveau voisin, effectivement, il y a un chien, effectivement, il est typé, donc il y a vraiment une tête de prédateur. Il aboie, donc effectivement, c'est pas bon signe. Voilà. Et que là, eh bien, le lapin vivant au 2e étage, il y a une vitre, il y a un balcon qui est fermé. Un chien, ça ne peut pas sauter 6 mètres. Il n'y a pas de problème. Le chien peut tout à fait être à 6 mètres, mais il est en dessous. Donc, ce n'est pas latéral, donc il ne peut pas arriver. Il n'y a aucun travail là-dessus. Il n'y a aucun risque par rapport à ça. Dans la communication animale, le lapin est déjà en train de se détendre. Voilà. Et donc, du coup, on peut lui poser d'autres questions. Et le lapin, il dit je ne veux plus manger, je ne veux plus boire, parce que je ne dois plus faire caca ni pipi, parce que ça, c'est laisser des odeurs. Et si je laisse des odeurs, c'est la mort. Donc, pour ne plus faire pipi et caca, j'ai résolu le problème d'instinct. Hein, je ne mange plus et je ne bois plus. OK, d'accord. Donc là, c'est dire, écoute, tu peux, mais de toute façon, déjà dans la communication animale, le regard change, la tête, elle change, le corps est beaucoup moins dur, elle arrive à recaresser son lapin et que c'est plus tout tendu, tout contracté comme ça. Et donc, j'ai envoyé chez un vétérinaire, c'est quelqu'un d'Arras, donc j'ai envoyé chez Dr Roger à Wallers,
sur le valenciennois en urgence, hein, pour dire, parce que là, la problématique, c'est que si le lapin se remet à manger et à boire tout d'un seul coup, bah, l'air de rien, c'est dangereux aussi. Parce que là, les reins ont été bloqués, enfin, tout a été quasiment bloqué. Bon, donc là, s'il se détend et qu'il remet tout à fonctionner à 100% tranquille, boum, ça, c'est dangereux physiquement. Hein, donc là, il faut un accompagnement vétérinaire pour dire, OK, le lapin est fonctionnel, mais on va accompagner quand même cette remise des systèmes rénaux et tout ça. Donc là, le lapin a été reçu en urgence. Donc ça, mercredi, le lapin a été reçu, pas hier, mais avant-hier, jeudi. Voilà. Donc ça aussi, je trouve que c'est important en communication animale, c'est que quand on peut détecter comme ça des urgences, eh bien oui, on a des partenariats avec les vétérinaires que quand on dit c'est urgent, allez, ils trouvent une place pour les urgences, quoi. Voilà, je trouve ça c'est fondamental aussi pour avoir une vraie prise en charge au moment où il faut. Hein, voilà. Et donc là, maintenant, il est suivi donc, homéopathie, au naturel, voilà, pour qu'il puisse prendre des médicaments naturels. Visiblement, il ne veut pas l'allopathie. Mais bon, là, j'ai eu des nouvelles encore ce matin. Ça y est, il mange. Il mange, il reboit, il refait caca, il refait pipi, il rebouge. Enfin, voilà, tout est remis. Voilà. Et puis, bien sûr, j'ai aussi vu avec la propriétaire pour qu'elle puisse au moins mettre sur le balcon une partie avec un brise-vue. Voilà, voir si ça peut suffire. Donc, du coup, il y aurait une partie brise-vue où là, on est sûr qu'il ne voit pas le chien. Et si ça ne suffit pas, remettre complètement le brise-vue. Mais a priori, mettre complètement le brise-vue total. Mais là, a priori, le lapin est remis. Ça refonctionne, quoi. Puis à rebouger, à revenir vous dire bonjour, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une des preuves de communication animale où, notamment les prédatés, donc les lapins et tout ce qui est herbivore, ont une telle conscience du prédateur que même dans notre environnement, même si pour nous, il y a une vitre, il n'y a pas de problème, ce n'est pas du tout comme ça que ça va être vu par le lapin. Il y a une estimation pour eux de la distance. Voilà. Et c'est comment on va les aider par rapport à ça, parce qu'autrement, on ne peut pas apporter de solution. Voilà. La solution, elle est amenée par une meilleure compréhension pour l'animal de son environnement, parce que là, il faut lui expliquer, autrement, il ne peut pas comprendre, c'est logique, c'est tellement bizarre que ce n'est pas un environnement normal de vivre dans un appartement au 2e étage, donc il faut lui expliquer ce qui se passe, voilà. Et puis ensuite, pouvoir adapter à faire que, voilà, il y a une partie du balcon qu'on ne voit pas, expliquer que l'aboiement, ça ne crée pas de problème, ce n'est pas un chien de chasse, c'est un chien qui sort juste pour faire ses besoins, et effectivement, le terrain est juste en dessous, voilà. Donc, voilà des choses en communication animale qui apportent. Mais bon, après, avec mes clients, puis vous pouvez le voir sur ma page avec les témoignages, il y a vraiment des choses qui changent pendant la communication animale. Ça, c'est vraiment important. Je pense que vous l'avez vécu, donc voilà, il y a des choses qui bougent pendant la communication animale. L'animal, hop, se pose. Voilà. Et ils participent réellement. On sent que c'est un moment qu'on leur offre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des choses qui vous surprennent, le fait qu'on accepte enfin de prendre en compte, moi je dirais, l'âme animale et de comprendre qu'on est tous en télépathie. En fait, la parole nous a enlevé énormément de choses. Le fait de rentrer dans un monde de l'oralité pour l'humain nous enlève énormément de choses et énormément de communication avec le monde autour de nous. Il y a quelque chose de très superficiel en fait, chez l'humain à cause de la parole. Non. Honnêtement, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Voilà. J'ai déjà eu un animal, notamment. Voilà. Installez-vous. Un animal qui me disait dans la communication animale, je ne veux rien dire. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas communiquer. Ça veut dire que là, il est en train de dire quelque chose d'extrêmement important. Je pense que si un animal, et j'en suis profondément convaincue, si on n'arrive pas à communiquer avec un animal, ce n'est pas de la faute de l'animal, c'est de la faute du communicant qui n'en a pas à ce moment-là la compétence par rapport à ce que l'animal a à dire et que c'est un peu facile de mettre ça sur le dos de l'animal.
Voilà, donc on n'y arrive pas et on dit, bah, c'est l'autre. Ok, d'accord. Non, c'est pas du tout ça. On peut avoir des incompétences, voilà, à des moments donnés, mais là, vous voyez, moi, pour cet animal qui a dit ça, moi, tout de suite, j'ai dit oui, ok, j'entends, et ce que tu viens de dire là est extrêmement important. Et pourquoi tu ne veux pas parler? Parce que ça ne sert à rien. Vous voyez? Et cette parole-là, on doit l'entendre, il vient de dire quelque chose. C'est pour ça, je peux vous répondre, aucun animal refuse de parler. Parce que là, il vient de dire quelque chose de fondamental. Et donc là, maintenant, ok, ça ne sert à rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et là, c'est plus confiance dans l'humain, quoi. Un animal qui a été maltraité, ok, c'est bon, on arrête, quoi. C'est bon, j'ai compris. Donc maintenant, voilà. Et donc expliquer que là, il est adopté, il porte le nom de la famille, c'est la famille d'accueil, on peut se poser. Le passé, on ne lui enlèvera jamais. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et ça, c'est formidable. Vous voyez? Et là, on peut commencer un travail voilà, qu'on fait aussi moi, en communication animale, qui est en lien avec le héritage, qui est de, comment je dirais, travailler sur le passé, sur le présent, sur le chemin de vie, pour s'approprier la vie qui est pas toute rose, hein, la vie terrestre, mais qui n'est ni blanche ni noire, un peu grise, et comment on se l'approprie pour que les moments que l'on a à vivre puissent être des moments qui sont importants, qui remplissent aussi de bonheur pour pouvoir être en capacité d'avoir de la charge émotionnelle et de la force quand il y a des choses graves qui arrivent. Et là, quand il y a une adoption avec une famille d'amour, eh bien, c'est ça, c'est la chance de trouver une famille d'amour. Donc évidemment, ça change hein, après la maltraitance. Faut s'habituer, faut se dire que ça peut exister alors qu'on n'y croit pas ou qu'on n'y croit plus. Voilà. Et du coup, il y a tout un temps d'adaptation, mais l'animal est dans la résilience. Hein, donc, il ne faut pas croire qu'il veut une sale vie. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein, et il fait bien la part des choses entre le passé et le présent. On l'accompagne bien entendu avec des élixirs, voilà, avec de l'ostéopathie qui peut aussi donner la conscience du corps, bien sûr, les vétérinaires naturels, voilà, pour dire de reprendre aussi en santé physique, hein, mais quand on prend en santé physique, l'air de rien, on reprend en santé émotionnelle et mentale. Hein, c'est un tout de se sentir mieux. Et on travaille beaucoup dans les cas d'adoption. Vous voyez ? Je vous écoute pour vos questions. Non, il n'y a aucune réticence. Non. Enfin, pas avec moi. Non, moi, c'est juste une photo, ça se passe en 1 seconde. On me montre une photo, il faut même aller vite pour enregistrer. Voilà, je propose aux clients d'enregistrer ou de noter, parce que c'est vraiment une communication en direct hein, que moi j'ai avec l'animal et honnêtement, ça va tout de suite. Oui, c'est de la télépathie, oui. C'est de la télépathie, donc ça va tout de suite. Hein, voilà. Les clients voilà, qui sont... Ça va tout de suite. Hein. Oui, voilà, ça va tout de suite. Oui, voilà. J'ai une très belle expérience. J'ai emmené mon chat et un chaton qui était mourant, qui cherchait sa respiration. Et puis, j'ai vu que vous étiez quelque part chez un homme. Oui. Et donc, quand je suis allée, vous avez occupé. Et puis, à un moment donné, voilà, vous m'avez posé la question. Vous m'avez dit, voilà, pourquoi vous ne voulez pas le garder? En fait, le chat venait de dire que je n'en voulais pas. Quoi. Et c'est vrai que je n'en voulais pas. Et puis finalement, vous m'avez dit que vous décidiez. Oui, voilà. Et du coup, j'ai vu cette petite bête qui devait trouver un papa et une maman à la maison. J'avais un chat et un chat qui l'ont accueilli. Ils se sont occupés comme si c'était leur bébé qui le lavait, qui dormait avec. Moi, je pensais la rétablir et lui trouver une autre maison. Et puis du coup, je me suis dit, soit pas quatre. Hein. Écoute, je te garde. Et un quart d'heure après, le chat n'a plus jamais cherché sa respiration. Il était comme ça. Mais 24 sur 24, sauf quand il dormait. Et je devais le calmer au tambour ou alors avec le reiki
pour qu'il puisse se reposer un petit peu, mais on voyait quelque chose qui bloquait, qui l'empêchait de se poser pour de bon, parce que moi, je ne voulais pas. Et je voyais même qu'il ne voulait pas venir vers moi. Il allait vers chez son papa, sa maman, et que moi, quelque part, il me rejetait parce que j'étais celle qui ne voulait pas de lui. C'est pas que j'en voulais pas, je l'ai accueilli, mais ça faisait un 4e chat. Et ça a été radical. Oui. Radical, ça m'a plus jamais entendu parler alors maintenant. Mais c'est de l'amour en barre. Oui, voilà. C'est de l'amour en barre. Mais il faut voir comme il aime son papa, sa maman. L'autre chat qui est un petit peu réticent, bon, je viendrai la voir chez nous. Et non, ça s'est remis et aujourd'hui, il a la joie au cœur, il a la cour au cœur. Oui, voilà, c'est ça. Quand il voit des chats dans la rue, là, tout de suite, il va jouer avec eux, il n'a pas d'agressivité, il a que d'amour. J'ai jamais vu une dose d'amour pareille dans un animal. Il donne tout ce qu'il a. Il est heureux et il partage. Donc nous, on se remplit oui, voilà. au quotidien. C'est un bonheur. Oui, oui, oui. Et ça peut bouger très, très vite dans les communications animales. Ça bouge pendant la communication animale, mais de façon radicale. Voilà. Avec quelquefois des situations dont on ne trouve pas les causes. C'est ça vraiment le but de la communication animale. La communication animale, ça ne peut pas remplacer un éducateur canin, c'est sûr. Si on a le chien qui n'obéit pas, mais le maître qui ne sait pas faire obéir son chien, qui change de nom, qui lui dit viens, comme ça, c'est sûr que l'animal ne va pas venir, ou qui change de prénom. Voilà, donc ça ne peut pas remplacer un éducateur canin. Voilà, ça ne remplace pas un moniteur d'éducation. Ça ne peut pas faire obéir un chien, ça c'est clair. Mais ça permet à un animal de comprendre les circonstances de sa vie et de se l'approprier, et aussi à l'humain de dire les choses que l'animal a besoin d'entendre. Ça veut dire, comme là, on prend l'exemple, ne plus être sur je ne sais pas si je te garde ou je ne sais pas si je te garde pas. Et ça, c'est hyper angoissant. Il faut savoir si c'est oui ou si c'est non. Et là, l'animal peut se poser parce que la décision est prise. Donc, du coup, il n'y a plus d'angoisse. Vous voyez ? Ça, c'est des choses qui apportent énormément. Donc, à côté de ça, plus on leur parle, plus on prend les décisions et plus on leur dit les choses, plus ils vont pouvoir s'apaiser. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire des communications animales. Oui. Merci. Je voulais savoir, est-ce qu'un chat décédé peut se réincarner oui. Et retrouver la route de sa maison? Ils se réincarnent quand ils ont fait la paix, j'ai envie de dire, quand leur chemin là de traverse est fait, ou s'ils n'ont pas terminé la mission de vie qu'ils avaient. Il ne faut pas dire forcément la mission auprès des humains, parce que ça, c'est encore un truc de se dire moi je, enfin, les animaux sont là pour nous, enfin, il y a encore tout ça derrière. Donc là derrière, je ne suis pas du tout d'accord avec ces interprétations-là, qui sont de croire que les animaux sont là pour nous. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il peut y avoir des belles histoires, mais ils ne sont pas à notre merci ni à notre solde, ou parce qu'ils ont des missions forcément avec nous. Par contre, ils ont une mission de vie par rapport à leur propre chemin de vie, pour dire d'être heureux dans leur vie. Et ça, c'est d'abord un chemin, c'est important. Mais comme pour tout individu, a d'abord un chemin individuel qui, bien entendu, croise des chemins d'autres individualités et des chemins d'une société, et bien entendu qu'il y a des échanges dans la société animale et humaine. Mais c'est comme pour tout individu. Si on croit qu'un individu n'est là que pour apporter quelque chose à quelqu'un d'autre ou pour une société, là, on se trompe. On se trompe lourdement. Parce que là, ça veut dire un animal pansement ou un enfant pansement. Ou, vous voyez, ça veut dire que quelque part, on n'accepte pas l'autre dans sa globalité d'amour et de chemin de vie et de choses qu'il a à faire dans sa propre vie pour s'épanouir, parce qu'il est là pour avoir des épreuves, mais aussi pour s'épanouir. Voilà. Donc, effectivement, ils peuvent se réincarner. Oui. Oui. Et parce que j'ai perdu un chat il y a plusieurs années, et c'était vraiment très très douloureux. Et puis un autre chat est arrivé peut-être 2 ans après. Et puis j'étais dans la rue, il pleuvait à verse, j'entends hurler, je cherche, je suis adjacente.
et je vois ce chat, et j'ouvre mon manteau et je lui dis, bah viens. Et il court, et il court, et il court, et il se jette dans mes bras, je ferme mon manteau, il se m'a ronronné, sous la pluie, un chat adulte. Et je me dis, bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon pépère? Bon, allez, je t'emmène à la maison, tu vas te reposer un petit peu. Et puis, finalement, elle n'est jamais repartie de la maison. Mais il a tous les tics, tous les comportements, même là, je ressens, c'était comme si c'était mon chat d'il y a quelques années qui était revenu avec des choses très particulières que les autres chats ne font pas. Et je me dis, mais c'est quand même Ça se peut, incroyable. ça se peut. Voilà, il faut rester ouvert à ça. Après, évidemment, hein, il y a une partie d'effacement dans la réincarnation pour pouvoir s'approprier le chemin de vie actuel, comme pour toutes les âmes désincarnées et qui acceptent, ou qui souhaitent, ou qui ont à revivre une réincarnation. Hein, c'est un vaste débat de savoir si on choisit ou si on ne choisit pas, mais en tout cas, ce chemin de la réincarnation, il y a quand même un effacement, mais il y a effectivement un chemin de vie et des habitudes et des choses voilà, qui peuvent, où on sent qu'on peut reconnaître. Oui, 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 oui. C'est la spiritualité, c'est un chemin d'âme. Hein. Donc, d'autres demandes ou besoins, des questions, ou des choses qui vous marquent ou que vous souhaitez savoir par rapport à la communication animale? Allez-y. Hein. Voilà. C'est à l'hypermode aujourd'hui. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est faites attention. Voilà, allez vers un professionnel qui ne vous demande pas d'âge, qui ne vous demande pas les questions tout de suite. Les questions, vous les préparez, vous les donnez en fin de communication animale pour ne pas orienter le professionnel. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là sont importantes pour que vous puissiez vraiment avoir des preuves d'une communication animale effective. Voilà. Moins vous en dites, juste le nom et une photo. Si le professionnel vous dit « je veux l'âge, je veux les questions », soyez prudent par rapport à ça. D'autres questions ou demandes? C'est bon? Bon. Écoutez, merci à vous. Beau salon à vous. Et puis, vous me retrouvez, comme avec mes collègues, sur le stand. Voilà. Plein de belles choses à vous. Et voilà. Belle vie sous ce soleil à la poudrière. Voilà. Merci à vous.